Joël Giraud, l'Argentière l'a blessé le 3 mars 2025. Joël, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir pour ce nouveau portrait montagnard. Un portrait qui fait suite à toute une série de personnes que je rencontre régulièrement dans ce joli département et qui ont toutes un lien d'une façon ou d'une autre avec la montagne. Soit ils sont nés ici, Mhm. soit pour la plupart, ils sont arrivés, ils ont choisi de vivre ici. Alors, pour commencer cet entretien, j'allais dire plutôt cette conversation, depuis la deuxième vidéo de cette série, on a pris l'habitude de répondre à une question inattendue. Alors pourquoi inattendue? Parce qu'elle a été posée par le précédent portraitisé Mhm. sans savoir à qui il ou elle s'adressait. Donc, ce n'est pas forcément lié à une personne en particulier, sauf peut-être à celle qui pose la question, parce que souvent, ils posent la question en fonction de leur propre ressenti. Donc, cette question était posée par Isabelle Fouillois-Julien. Que je connais bien. Je vais Voilà. rester dans mon domaine. Je vais lui poser la question de savoir si elle a déjà visité un lieu inscrit au patrimoine mondial en France, mais qui ne soit pas patrimoine fortifié, donc pas fortification de Vauban. Ah, très bien. Alors, je vais être franc, qu'il ne soit pas du patrimoine fortifié. J'ai vu toutes les fortifications de Vauban, pour être très clair. Je suis allé les visiter parce que je trouvais que c'était bien pour défendre un dossier de connaître tout. Ça me semble assez logique. En revanche, c'est vrai que ce que j'ai vu comme patrimoine mondial, c'était plutôt quelque chose de différent. C'est-à-dire l'art culinaire français, puisque vous savez que ça a été classé Tout à patrimoine fait. mondial de l'humanité, et j'allais dire, j'en suis la preuve vivante. Je ne sais pas comment est le cadrage, si on voit jusqu'au mauvais endroit, c'est-à-dire On à voit tout, l'airbag, on voit tout. mais voilà, donc j'allais dire, pour faire un petit clin d'œil à ce que je suis aussi, parce que je suis un épicurien de première, eh bien oui, le patrimoine mondial, c'est bien parce qu'il y a aussi le patrimoine immatériel. Et je trouve que le patrimoine immatériel, j'aurais pu dire l'alpinisme aussi, mais j'allais Oui, dire tu que le pratiques moins. voilà, je pratique moins que la gastronomie, et je pense que ça fait partie aussi des éléments importants qui marquent un petit peu, j'allais dire, la vie de nos concitoyens. Et puis aussi, j'ai envie de le dire, le vivre ensemble, parce que c'est un truc qu'on a un petit peu oublié de temps en temps un certain nombre de références. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté définitivement la politique. Parce que vivre ensemble, c'est quand même bien. La gastronomie et l'art On culinaire fait en font partie. partie. En parlant du patrimoine de l'humanité, et tu as parlé de toi, donc même si tu n'es pas classé au patrimoine, Pas mais encore, non. voilà. Même si je peux me permettre, Ah, un journal très sérieux, puisqu'il s'agit de Libération, m'avait appelé le T-Rex du Palais Bourbon. ah Donc, vous oui, voyez qu'au niveau bon, au niveau du patrimoine, j'ai donc un aspect patrimonial au niveau politique. alors quand mon petit-fils il me demande si les dinosaures existaient quand j'étais jeune, c'est gentil. Libération, c'était peut-être moins sympathique. Non, c'était justement pour dire qu'il y avait enfin quelqu'un comme rapporteur général du budget qui soit quelqu'un qui connaisse vraiment les rouages du Parlement. Ce qui était vrai. Alors justement, on attaque directement par ce côté-là, mais on va revenir un petit peu en arrière, parce que Hum. Joël Giraud, maire, député, ministre, jamais tenté par le Sénat quand même. Non. Non, voilà. Mais avant tout ça, il y a l'enfance et l'adolescence à l'Argentière. Oui. Alors c'était comment tout ça, cette période-là pour toi? Ah bah, c'est une période qui est une période très particulière parce qu'en fait, moi, je suis le fils de deux principaux de collège. Ma mère est principale du collège fille et mon père du collège garçon. Et ensuite, la réforme va intervenir dans les collèges. Il va y avoir un collège unique qui est donc mixte. Ma mère va redevenir enseignante et mon père va rester principal de l'intégralité de l'établissement. Donc, à la maison, comment vous dire, à la fois, je suis avec des gens qui sont au-delà d'ouverts, c'est-à-dire que les journaux nationaux sont sur la table.
Les bandes dessinées que j'aime bien sont aussi sur la table. Il y a pas de sujet, quoi, je dirais. En revanche, bon, principal de collège, vous êtes élève dans le même collège, il y a intérêt à pas trop faire le con. Voilà. Donc ça limite quand même le champ des possibles en termes de plaisanterie ou en termes voilà, de côté fun. Parce que je suis plutôt, je dirais, dans la vie courante. Et puis en plus, alors j'ai encore mon grand-père à l'époque côté maternel, et lui, il est militaire. Donc voilà, c'est le style, nous dînons à 19h30, et à 19h31, il n'y a plus la chaise, quoi. Donc Ah, bon, voilà, donc c'est une enfance qui est, bon, qui est évidemment heureuse. Alors, je suis fils unique, pas volontairement, puisque c'est un décès. J'ai eu un frère cadet, mais qui n'a pas vécu. Mais ce qui est un traumatisme à la maison pour maman, enfin, en particulier. Mon père disait jamais rien, mais ma mère, oui, ça se voyait. Et puis, je vis dans ce milieu d'enseignants, avec des enseignants très atypiques, des enseignants qui ne passent pas leurs vacances avec les autres enseignants déjà. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment le milieu enseignant qui était complètement fermé, quoi. fermé. Enfin, il n'y avait personne, j'allais dire, qui arrivait à s'extérioriser par rapport au milieu. Donc moi, c'est un milieu ouvert, tout va bien, ça me plaît bien. Et puis au bout d'un moment, je dis à mes parents, bon, déjà, comme j'aime bien l'allemand, je voudrais prendre en vivant deux l'allemand. Donc je monte à Briançon. Puis c'est une manière aussi de, comme il n'y en avait pas à l'Argentière, de monter dès la fin du collège Ouais. à Briançon pour être en dehors d'un cadre un peu trop familial, quoi, à mon Ouais. avis, qui posait préjudice, quoi. Sans attendre le lycée, quoi. Sans attendre le lycée, de commencer en se disant, bon, et bon, mon père n'était pas trop d'accord, ma mère, oui. Ma mère considérait qu'effectivement, c'est toujours un problème. Elle m'avait dit, de toute façon, je suis obligé de te mettre des notes moins bonnes que les autres, sans ça les gens vont croire que je te Favoritisme. favorise. Donc, tu auras des notes moins bonnes que les autres. Bon, voilà. Oh, bah. Donc, j'avais de meilleures notes ensuite à Briançon. Et j'arrive à Briançon, où là c'est différent parce que là, je viens de l'Argentière. Et à l'époque, l'Argentière, pour les Briançonnais, Briançon est une ville assez bourgeoise, je veux dire. Et les gens de l'Argentière, c'est les gamins d'immigrés, c'est les gamins d'ouvriers, c'est l'Argentière. Moi, j'ai été élevé dans ce milieu où tu t'appelles par son prénom. Tous les gens de la terre entière à l'époque, il y avait encore 25 nationalités sur l'Argentière. Et c'est pour ça que j'étais très bon en tant que maire pour la distribution des cadeaux de Noël, parce que quelqu'un m'avait dit un jour, tu prononces les prénoms dans toutes les langues de manière assez exceptionnelle. Donc, je monte à Briançon, et là, on nous met dans une section particulière, la plus mauvaise des classes de quatrième, en nous disant, bon, bah, comme vous venez de là-bas, on ne sait jamais. Donc, c'est assez curieux, quoi. Parce que La généralement, ségrégation quand scolaire. on faisait de l'allemand en seconde langue, on était quand même classé dans Ben les oui. bonnes classes. Ben oui, mais au bout d'un moment, on vous remettait dans d'autres classes. Donc j'ai changé de classe Mm. en cours, j'allais dire, d'année scolaire. C'était assez curieux comme système. Je dis, ça vous fait réfléchir sur aussi la façon dont on pouvait être, suivant d'où on venait, accueilli dans le monde de l'éducation nationale. Bon, après, j'ai des profs impeccables, tout va bien. Puis après, il y a le lycée, donc Oui, justement, les choses le sont lycée, réglées. ça évolue. Bah, le lycée, ça évolue. Puis j'avais des gens, j'avais des profs, j'avais des Siriot, j'avais des Lestournel, et j'avais Madame Daboncourt en maths. Ah, Voilà, Madame Daboncourt en maths, c'était quand même. c'était carré quand même. Ah là, c'était carré. Je me rappelle parce qu'elle avait fait baisser tous les tableaux pour qu'ils soient à sa hauteur. Et moi, j'étais le plus petit de ma classe avec 1,80 m. Donc, on était tous en train de se pencher pour essayer d'écrire au tableau. Par contre, l'autorité de Madame de Moncourt ne souffrait, j'allais dire, aucune remarque. Voilà. Et je l'avais revue après. Elle s'en amusait elle-même, quoi. De voir tous ces grands galipians qui passaient par ces fourches codines et qui avaient une seule peur, c'est que elle vous désigne pour passer au tableau. Mais voilà, donc j'ai connu tous ces gens de cette époque qui étaient, enfin, qui m'ont vraiment formé, quoi. Je veux dire, Et tu étais interne là-bas ou? non, j'étais demi-pensionnaire, donc je prenais le car le matin. Et comme j'étais souvent complètement à la ramasse le matin,
mon père ou ma mère, juste avant parce qu'il y avait un décalage. C'est 8h30 l'Argentière, le collège, et c'était 8h le lycée à Briançon, fonçaient en bagnole pour se précipiter. D'autant que bon, l'écart de l'époque, c'est plus ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que Ouais. c'était le car omnibus qui s'arrêtait partout, qui passait par le Grand Villard. Ça partait de bonne heure, quoi. Donc il fallait partir 1 heure avant. Ouais. Voilà, au lieu des 15-20 minutes en voiture. Surtout quand ouais, mon père et ma mère aussi conduisaient très vite. Donc, De même qu'un de tes profs de philo, si je me souviens bien de l'anecdote. avec laquelle? Alors, Madame Delaunay, Madame. Non, monsieur, un monsieur qui te ramenait de temps en temps. Oh mon Dieu, le prof de philo, le pop, Le pop, voilà. le pop de philo, bah oui, c'est vrai que je l'avais assimilé comme prêtre orthodoxe et pas comme prof de philo. Oui, c'était. Ben, il me ramenait de temps en temps, effectivement, parce que à l'Argentine, nous avions à l'époque une chapelle orthodoxe, puisqu'il y avait encore pas mal de gens de confession orthodoxe, notamment des émigrés russes qui étaient venus à l'Argentière. Et c'est vrai qu'il me ramenait souvent à l'Argentière. Il conduisait comme un malade. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi mal. En plus, il mettait sa robe en sortant des cours. Donc, il se mettait immédiatement en tenue de prêtre. Donc, il avait les pieds qui étaient en train de bouliguer dans l'espèce de robe. Et il allait très vite. Et un jour, il m'a sorti cette phrase extraordinaire parce que moi, j'ai toujours eu peur en voiture, pour être clair. D'un seul coup, il voit que j'étais un peu vert. Et il me dit: Mon fils, la route est dangereuse. Il faut rester le moins de temps possible dessus. Bon, voilà. Donc c'est vrai que j'avais oublié Ouais, cette mais tu avais été dénoncé là, par mais des gens qui connaissaient mais l'histoire. qui a osé me dénoncer? Voilà, c'était un type marrant. D'ailleurs, après, il a été père supérieur du monastère là, de la Forêt. Donc il est parti là-bas en remplacement du très vieux moine qui était là, ou prêtre, enfin je ne sais plus. Ceux qui Je suis sont pas très bon dans les grades des églises diverses et variées. Alors, le bac se termine, bon, ça se passe forcément bien, et après, des études supérieures. Hmm. Bah, oui, comme j'étais plutôt bon en maths, j'avais déjà fait des dossiers pour les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est-à-dire le cursus classique. Donc j'avais fait un dossier pour Marseille, pour Grenoble et pour Lyon. Et à l'époque, bon, il y avait un petit problème, c'est que à Marseille, ils ne prenaient plus d'internes, Ouais. alors qu'à Grenoble, à Champollion et à Lyon, au lycée du Parc, eux, ils prenaient des internes. Donc les deux dossiers progressent. Je suis pris dans les. Enfin, en fait, j'étais pris dans les trois, mais Madame de Boncourt avait fait le mot qu'il fallait pour que je Elle puisse avait quand même poursuivre. du Avec, bon. ben oui, mais elle avait du bon. Enfin, c'était une très, 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 très bonne enseignante, archi exigeante. Et je pars à l'époque avec Émile Roman un as d'Oupra de Val-des-Prés, avec qui j'étais en terminale C et qui était très 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 bon également en maths. D'ailleurs, il va poursuivre sa carrière, lui, sur les intelligences artificielles en matière de radar et autres, à l'époque chez Thomson. Après, donc il était même habilité, si j'ai bonne mémoire, secret défense. Mais c'était moi, mon Émile à moi. Je me rappelle le jour où nous sommes partis, enfin, on est partis ensemble au lycée à Lyon. Ma mère m'a dit, ben, je t'emmène, on va voir ton copain. Et on arrive dans la ferme des Romans, qui était une des fermes les plus antiques, j'allais dire, de cette époque, avec le papa Roman qui était un personnage. Son épouse ne s'asseyait pas à table quand il y avait le repas. Enfin, c'était quelque chose d'assez ancien. Moi qui étais dans un milieu hyper protégé où ce genre de truc Ouais, n'avait plus ça cours, devait choquer là. c'était surprenant, ouais. Et de la même façon, enfin, c'est marrant parce que je connaissais mieux les milieux agricoles chez ma mère, parce qu'elle avait beaucoup de familles dans les milieux agricoles, mais de l'Allier. Mm. Donc c'était pas la même chose, quoi. C'était le charolais, c'était à l'époque les dindes AOP de Jalidi, enfin c'était des paysans qui avaient des niveaux de revenus à l'époque nettement plus élevés quoi, que dans la région. D'ailleurs c'est toujours le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose quand vous êtes éleveur dans des régions d'appellation contrôlée, j'allais dire au niveau des produits, et quand vous êtes, j'allais dire, éleveur dans les Hautes-Alpes avec les alpagistes et autres.
Et donc, on s'est mis d'accord sur le jour où nous allions partir ensemble, ensemble pour le lycée du Parc. Et Émile était un gars qui était, comment dire, beaucoup plus méritant que moi, parce que moi, j'étais dans un milieu protégé où j'avais le bouquin que je voulais, enfin, tout se passait bien. Émile, lui, des fois, il arrivait en retard au boulot parce que il avait dû faire la traite le matin Ouais. avant de venir au bahut. Il n'avait pas eu le temps de se prendre une douche ni rien, donc voilà, c'était dur, quoi. Et quand on est parti ensemble, c'était bien parce que j'ai failli ne pas le reconnaître. Son père avait fait la tonte des boutons et ben, il avait tondu le gosse avec, donc les deux gosses étaient rasés. Et voilà, quoi, c'était. Mais voilà, c'est des tranches de vie. C'est peut-être pour ça que les territoires, ça me parle. Un petit peu quand Ça même. me parle. Ça me parle. Et puis le fait de. Enfin, le fait aussi, parce que moi j'ai toujours eu des problèmes avec l'équité. L'équité, elle est territoriale, elle est sociale, elle est un peu de tout. Et ayant vu ce qui m'était arrivé à moi, parce que je venais du bled des ouvriers et du bled des immigrés, Oui, ça rend des à choses concrètes Briançon, là. ça rend des choses très concrètes. Et de voir Émile qui lui sortait d'un milieu agricole où il y avait personne pour lui faire ni les cours à la maison, ni tout lui préparer Ouais. les choses. Lui, il avait un deuxième travail en fait en étant un gamin. Et ben ça permet de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne vivent pas tous de la même façon, qui n'ont pas tous les mêmes chances. Voilà. Et alors, premier boulot après ces études? Ben, premier boulot, en fait, j'ai fait des boulots d'été parce que je me fais adopter. Comme je voulais pas être trop à la charge de mes parents. Alors, c'est quoi l'adoption? C'est pas l'adoption simple. Je me fais adopter au sens de l'éducation nationale. Vous savez, à l'époque, il y avait des enseignants qui étaient des IPS. Donc, des gens à qui on payait leur fin d'études pour pouvoir assumer la charge que quelquefois les parents ne pouvaient pas. Ben moi, j'ai été adopté en fait, tout en étant, en voulant travailler, donc en travaillant au PTT. Ils m'ont fini mon cursus scolaire, payé par l'administration des postes et télécommunications pour passer le concours de l'École nationale supérieure des postes et télécoms, qui à l'époque était le concours commun avec l'ENA. Mm. Voilà, c'est comme ça qu'il y avait l'ENA, la ville de Paris et le NSPTT. Et c'est comme ça que je vais rentrer dans ce cursus-là. Je passe les années de classe préparatoire à Lyon, où j'ai quand même un titre important, parce qu'on y a fondé le journal le Petit Paumé. Le Petit Paumé qui était la revue gastronomique de Lyon, fait par les étudiants. Donc j'étais dans le coup, évidemment. Et ça a commencé très tôt Ah, là. le cholestérol a commencé très tôt, en effet. Et j'avais été nommé découvreur de la meilleure quenelle de Lyon. Parce qu'à l'époque, rue du Bœuf, à Lyon, il y avait une mère lyonnaise qui faisait quelque chose d'absolument merveilleux en termes de cuisine. La quenelle, elle l'a préparée. En plus, j'ai pris l'habitude de dire comme les Lyonnais, la quenelle et pas la quenelle. Euh, et elle l'a préparée 45 minutes. Donc, vous étiez obligé de finir tous les raviers où il y avait les petites cochonailles. Et après, vous preniez votre quenelle. Et j'ai été le découvreur de la meilleure quenelle de Lyon, à qui j'ai donné son autocollant recommandé par le Petit Paumé, qui à l'époque était la référence. Après, c'est devenu un truc commercial, c'est-à-dire tout à fait classique, quoi. Mais quand même, j'ai une histoire gastronomique avec moi. Et après, ben voilà, je sors de mes études. Je passe par une case où j'ai fait quand même, tout en étant ensuite un étudiant à l'ENSPDT. Entre-temps, j'ai travaillé et j'ai été inspecteur dans un centre de formation des postes et télécoms. Je faisais des maths. Je suis un peu obsédé. Ça m'a suivi toute ma vie, ça. Ouais, ça Les m'a chiffres, les maths, les chiffres, oui, je suis comme ça, quoi. Je veux dire, je suis un maths autiste, moi. Donc, bon. Mais ça continue. Tout le monde se marre quand on me voit préparer quand on me voit couper ma viande avec couper le légume qui est à côté, couper un machin et mettre les trois trucs superposés et ça tombe juste. et ça tombe juste. Ça tombe juste pour ça. J'aime pas que ça tombe pas juste. Et donc, nous voilà, enfin, me voilà ensuite dans cette aventure NSPDT. Et ben, on fait le concours commun de l'ENA, voilà, et on va à l'ENA. Et puis, comme je sors pas trop mal du système, on propose un poste à l'inspection générale qui m'arrange bien parce que j'avais envie de faire de la politique
Et pour faire de la politique, il vaut mieux avoir un boulot où on peut caser les moments de travail, y compris by night, à un moment où on peut faire un double emploi, quoi. C'est plus facile. Donc, moi, je suis de la promo 86, la promo Michel de Montaigne, 86-89, et je vais devenir conseiller municipal en 86 au décès de mon père, et ensuite maire en 89. Ça glisse, ouais. Donc voilà, j'ai la double carrière qui commence à s'instaurer, à s'instiller. Et je vais être d'abord à l'inspection générale des postes télécoms. Et après, on va m'envoyer à Bercy. Parce que comme là encore, je sais faire des maths, tout va bien. Et comme j'ai un peu une mentalité de flic par moment, il faut quand même le savoir. J'aime bien quand il y a un truc qui va pas ou qui me semble pas réglo. J'aime bien aller jusqu'au bout. Donc on va me demander de collaborer à plusieurs missions de TRACFIN, du service central de répression du trafic financier, donc le service anti-blanchiment de Bercy. Et je vais faire la quasi-totalité, avant de devenir député, de ma carrière sur des missions qui sont liées au blanchiment de capitaux. J'en faisais beaucoup, notamment dans les Outre-mer. J'en faisais pas mal en Corse, un peu dans le sud de la France, mais j'avais beaucoup de missions de ce type-là. Et j'ai eu les missions antiterroristes également, parce que Le rapport entre les deux? le rapport entre les deux, c'est-à-dire qu'il fallait retrouver des flux financiers qui avaient alimenté un certain nombre de caisses. Donc je fais partie des gens qui ont enquêté sur la suite des attentats du 11 septembre. Voilà. Et après, j'ai même auto-saisi dans l'affaire de AZF à Toulouse. Voilà. Donc c'est un boulot qui est passionnant, à telle enseigne d'ailleurs que une fois élu député en 2002, parce que moi j'avais mon boulot de maire, là, je développais la commune, enfin ça me plaisait énormément. Donc je suis un peu boulimique de boulot, hein, donc voilà. Oui, il faut, parce que pour faire tout ça. Il vaut mieux. Et donc je suis dans un cursus qui ne va pas s'arrêter, qui ne va s'arrêter qu'au moment où je suis élu député. Et je vous avoue qu'en 2002, faut pas le crier trop sur les toits, mais maintenant il y a prescription. J'arrive à l'Assemblée nationale député d'opposition et je venais de lâcher toutes les missions anti-blanchiment liées au terrorisme avec un peu d'adrénaline, même beaucoup. Euh, je me suis emmerdé au début. Je ne savais pas comment trouver mes marques. Mais après, je les ai trouvées, donc tout va bien. Mais au début, je me suis dit, bon, je vais faire quoi? Je m'emmerde. Ouais, changement de rythme, là. Changement de rythme, le rythme est complètement différent, en plus député d'opposition. Il faut quand même, bon, essayer de faire sa place, mais la place s'est faite rapidement et Parce voilà, que pour beaucoup, être député de l'opposition, c'est très confortable, quoi. On peut parler et on est responsable de rien, quoi. voilà, mais rapidement, bah, j'ai fait mon trou au travers de la montagne. Voilà. Voilà, je me suis dit, bah, prenons un sujet œcuménique, on va essayer de faire en sorte que les choses avancent. Puis j'avais derrière moi des pères, entre guillemets, fondateurs, hein. Ouais. N'oublions pas que le rapporteur pour avis de la montagne s'appelait Robert de Caumont. Et Robert, c'est vrai, au début de mon mandat, a été quelqu'un qui a beaucoup compté parce qu'il avait ce passé de rapporteur pour avis. Le rapporteur général, c'était Louis Besson. Et rapidement, moi, je vais être dans ces milieux de montagnards où on va élaborer les choses. D'abord, la première loi d'orientation et de développement des territoires avec un paquet montagne. Ensuite, la loi montagne numéro 2. Bon, donc voilà, j'ai un fil conducteur. Je me débrouille pour être au Conseil national de la montagne qui suit les textes également. Le comité de massif que l'on va créer de toutes pièces va être, je vais être son coprésident longtemps avec Michel Bouvard, député de Savoie, qui va me laisser finalement la main. Ensuite, même chose au Conseil national de la montagne. Voilà, après, c'est par la montagne, pour en revenir à la thématique même de votre série, c'est par la montagne que j'arrive à faire des trucs qui sont qui font qu'après tout le monde me reconnaissait comme un de ses spécialistes et vous avez une légitimité qui fait que vous transcendez complètement les partis et que quand vous dites quelque chose, y compris d'ailleurs sur un autre sujet, on vous écoute parce qu'on se dit bon, ce type, il s'entend bien avec tout le monde, ce qui est vrai. D'ailleurs, certains étaient surpris.
je me rappelle d'un député des Alpes-Maritimes qui maintenant est un peu proche du Front National, donc Qui est intervenu hier à l'Assemblée. qui est intervenu hier à l'Assemblée, qui un jour était étonné de mes propos et il me regardait, mais vous êtes communiste? Vous savez, il a un petit cheveu sur la langue. Et j'ai dit non, je suis pas communiste. Mais je vous vois toujours frayer avec ces gens-là. Je dis d'abord, c'est pas ces gens-là, c'est des potes. C'est des potes et c'est des députés comme vous et moi. Ah, ils comprenaient pas bien. Ah ouais, non, mais Ils c'est. comprenaient pas bien que, voilà, alors d'autant qu'on était, nous, intégrés au groupe socialiste, mais avec un statut un peu spécial, comme on était radicaux. Donc on n'était pas tout à fait En phase, surtout, quoi. toujours en face. D'ailleurs, puisqu'on est le 3 mars et que Jean-Louis Debré est décédé, c'est l'occasion de rappeler un truc extraordinaire. C'est qu'à l'époque, il y avait un candidat de gauche, on nous avait intimé l'ordre de voter pour le candidat de gauche. Je me rappelle, je vais être franc, je ne me rappelle même plus qui était le candidat de gauche, mais nous, radicaux, sans se concerter, ce qu'on voulait, c'était départager Balladur de Debré, parce qu'on voulait un gaulliste et pas un bonhomme qu'on avait surnommé d'ailleurs Niflebouze. Vous savez, comme les chats, quand ils regardent un truc qui est pas bien bon à manger, parce qu'ils nous regardaient comme si nous étions, j'allais dire, de la merde, on peut le dire comme ça. Donc, dès le départ, on s'est dit, oulala, il faut les départager parce qu'il faut Debré comme président de l'Assemblée nationale. Lui, c'est un vrai gaulliste, c'est un vrai républicain, tout ira bien. Et je revois le départ, après avoir été battu au premier tour, de Édouard Balladur, qui n'est pas revenu voter, ce qui n'est pas très classe. Et au moment où il est descendu, là aussi spontanément, toute l'Assemblée nationale s'est crue dans les guignols ou autres en disant au revoir Édouard. Et Jean-Louis Debré a pu ensuite monter à la tribune. Et voilà. Alors nos collègues socialistes n'ont pas applaudi, nous on a applaudi parce que les radicaux considèrent que les gaullistes historiques, c'est quand même bien. Sont fréquentables. Ah, c'est plus que fréquentable, oui. Surtout quand on voit la situation actuelle, je pense que les gaullistes historiques ont encore des leçons à donner à des gens qui ne savent pas ce que c'est que la République. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, avant d'être député, bon, maire de l'Argentière, combiné avec un autre boulot, parce que c'était pas maire à temps plein, encore que maire à temps plein et un autre travail à temps plein, on peut dire ça comme ça. C'est ça. À l'époque où Péchinet, donc l'industrie de l'Argentière, disparaît et où il faut tout reconstruire, quoi. C'est ça. Ben, là, je l'ai vraiment fait, j'allais dire, au nom du père, au nom de mon père. Parce que, bon, alors mon père, certes, avait des problèmes de santé, dont j'ignorais la nature à l'époque. Je sais maintenant ce qu'il avait, puisqu'on a retrouvé, après son décès avec ma mère, les analyses médicales. Il était diabétique, il ne s'est pas soigné. Et en plus, il fumait 5 paquets de gitane sans fil par jour, ce qui n'arrangeait pas les choses. Mais il a son premier AVC, en fait, au moment où Péchinet commence à battre de l'aile, et il a son deuxième AVC fatal en 86, quand Péchinet disparaît. Donc, moi, enfin, en 89, je me dis, j'ai un devoir de mémoire, quoi, en quelque sorte. Mon devoir de mémoire à moi, c'est ça. Il y en a, c'est la guerre, c'est des choses comme ça. Moi c'était l'Argentière. Et je vois tous les gens qui étaient sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire ne pas pleurer pour que Péchinet reste, parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer dans ce genre de situation. Là, une entreprise qui a décidé de partir, une multinationale, On la retient elle pas, se barre. quoi. Ouais. Elle se barre. Il faut négocier la reconversion dans les meilleures conditions, c'est tout. Donc tous ceux qui étaient sur cette optique-là, on se met ensemble. Et ben, il y avait à l'époque Raymond Marigne, il y avait Patrick Vigne déjà, enfin toute l'équipe qui m'a suivi, il y avait Gérard Guimbert, toute l'équipe qui m'a suivi, j'allais dire, tout le temps pendant l'ensemble des mandats. Et on se dit, ben, il faut inventer un avenir à la commune. Tâchons déjà de limiter les dégâts en faisant en sorte que on devienne propriétaire du patrimoine industriel. Péchinet n'a pas intérêt à faire en sorte que la reconversion marche. Aucun intérêt. Sans ça, ils avaient des centaines d'usines à faire dans le monde entier. Ouais. Ils n'allaient pas faire des cadeaux, quoi. Ils n'allaient pas faire des cadeaux. Donc, tout ce qu'on demande, c'est du fric, parce qu'ils nous laissaient une commune dans un état impossible. Et on se dit, nous, on veut être propriétaire du patrimoine et on gère le patrimoine.
Et là, on a commencé à faire des choses qui ne se faisaient pas à l'époque, parce que la location-accession pour des biens industriels, les communes, on n'y avait pas droit. On n'y avait pas droit parce qu'on faisait en fait la, la profession de banquier, de fait. Et Et donc c'était c'est pas illégal. le rôle. C'est pas le rôle d'une commune. Bon, maintenant tout a changé avec l'intervention économique des collectivités locales, donc maintenant tout va bien, mais à l'époque, ça n'existait pas, donc il a fallu un peu se battre contre l'administration, mais dont je constate à l'époque qu'elle était moins pieds et poings liés, parce que finalement, quand elle voyait que quelque chose était en train de marcher, Ouais. voilà. Et à l'époque aussi, je découvre quelque chose qui allait être l'instrument que j'ai le plus apprécié pendant ma politique en tant que ministre. Je découvre la DATAR, la Direction d'aménagement du territoire, et ses différentes composantes, dont le commissariat à l'aménagement des Alpes, qui était le commissariat à l'aménagement des Alpes du Sud à l'époque. Il y en avait dans le nord et dans le sud. Après, on a fait fusionner tout ça. Et je découvre cette administration de mission avec des gens qui rêvent simplement, qui étaient des développeurs. Et je me dis, ben, c'est avec eux qu'il faut faire des choses. D'où la politique à la fois patrimoniale que l'on va mener, c'est-à-dire sur les mines d'argent. Les mines d'argent étaient un prétexte pour l'ensemble de la valorisation du patrimoine, et notamment du patrimoine industriel, parce que c'est proche, en même temps c'est lointain puisque ça date de l'an 1000, mais c'est également proche parce que les mines d'argent n'ont fermé que pour laisser la place à Péchinet, finalement, si on caricature un petit peu les choses. Et c'est un patrimoine qui, en Grande-Bretagne, est, j'allais dire, porté au nu et fait partie de l'héritage, au sens britannique du terme, de la Grande-Bretagne. En France, à l'époque, pas trop. Donc bah, là-dessus, il faut se battre, montrer des projets. Et il y a le tourisme sportif, qui est là aussi important, parce que la Gargentière n'a pas un lit touristique, si ce n'est les vieux hôtels de l'Argentière, quoi, à l'époque. Ouais. Il n'y a pas un lit touristique dans cette commune. Donc, ben Il voilà, faut monter plus haut dans la vallée pour les trouver, quoi. c'est ça, et personne ne sait que le Fournel est à l'Argentière, et peu d'habitants de l'Argentière se retournent vers la vallée du Fournel, ni dans celle de Valouise. Tout ça est très séparé, quoi. Donc, ben, voilà, il faut monter les choses. À l'époque, il y avait un CIVU qui avait été créé par mon père à l'époque, qui a été un CIVU pour récupérer les fonds touristiques. Et ben, de fil en aiguille, l'Argentière devient une cité à la fois du tourisme sportif. Il y a des opportunités qu'on ne lâche pas, les cascades de glace avec Gérard Pailleret, enfin, bah, des choses merveilleuses. Moi, à chaque fois que quelqu'un a une idée, je suis content, quoi. Et j'essaye de De la mettre l'aider, en quoi. valeur et d'aider la personne qui est en charge de ça. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de cascade de glace s'il n'y avait pas eu Gérard, quoi. Ouais. C'est clair. Et même chose sur le patrimoine. On essaye de trouver comment faire des choses à peu près intelligentes. Et là, le hasard fait qu'un certain Yann Coburn est à Briançon, en train de s'emmerder la bibliothèque de la ville de Briançon, alors qu'il a des masters justement en archéologie industrielle et autres. Donc c'est quelqu'un qui est formaté pour ça. Et on se rencontre, ben souvent c'est des rencontres dans le train. C'est ça qui est assez marrant parce que à l'époque, le Paris-Briançon est le seul moyen d'aller à Paris. Il circule régulièrement, il y a des trains supplémentaires et il est à l'heure. C'est voilà. Et puis, ça prend un certain temps dans lequel on peut discuter, On peut quoi. discuter. Comme je suis plutôt du genre à blaguer avec les gens, donc le courant passe. Et souvent, comme j'ai du boulot, je prends un T2. À l'époque, il y a encore des wagons-lits. Et les T2, c'est en deuxième classe. Ça vous permet, vous avez quelqu'un d'autre avec vous. Et souvent, vous tombez sur des gens, ben voilà, avec lesquels vous travaillez. Alors, Yann, je me rappelle, je lui ai écrit pour le recruter. Parce qu'il avait gardé ma lettre en me disant, c'est marrant, on voit que tu étais descendu sur une ligne pourrie parce que pof, j'envoie un mot manuscrit et le stylo partait dans tous les sens. Donc Yann avait gardé ma lettre, c'est une histoire de rencontre, une belle rencontre avec Yann. Et ensuite avec Bruno, bien évidemment, qui arrive dans un deuxième temps avec son accent de l'Est de la France. Et immédiatement mis à l'aise par Yann qui l'appelle Air Doctor. Et, et la deuxième rencontre, c'est Michel Baudry pour Pour le le kayak. kayak. Michel Baudry, alors, c'est pour ça que quand j'avais inauguré le Stade de Rue, j'ai dit on a couché ensemble pendant tellement longtemps parce que c'est vrai qu'il faisait la navette en tant que directeur technique national adjoint
entre Joinville, donc le siège de la fédération, et son domicile en Brunei. Donc, ben, on se voyait sans arrêt dans le train, on se me rencardait même pour mettre au point certaines choses pour le canoë-kayak, pour les sports d'eau vive. Et c'est comme ça que naissent les choses. Et puis après, de fil en aiguille, vous êtes dans un milieu. Là, je vous le disais encore, mais il y a des gens qui ont des idées. Voilà, Jacques Arnaud, qui est le président de la Ligue régionale de canoë-kayak, on dit encore Ligue à l'époque et pas comité, a des idées en termes de formation qui sont extraordinaires. C'est comme ça que naît le centre de formation de canoë-kayak de l'Argentière. Voilà, alors je résume ça de manière très brève, mais c'est des tranches de vie où vous rencontrez des tas de gens hyper intéressants. Parce que les gens, si on les écoute pas, on sait jamais ce qu'ils ont à proposer et on passe à côté du coche. Et là, ça a été une période extraordinaire parce que autant, il faut être clair, je déteste les gens orgueilleux, mais le vrai orgueil, c'est de se dire, au moment où vous allez pour couper un ruban, maintenant, on va former les gens au sport d'eau vive et au sport de pleine nature, et j'y suis pour quelque chose. Oui, ça fait quand même quelque chose. Voilà, ça c'est l'orgueil bien placé, j'allais dire. L'orgueil bien placé, c'est de regarder tout le monde comme Édouard Balladur, qui est toujours en vie, donc qu'il me pardonne. Mais c'est pas sûr qu'il je regarde ne notre suis pas- vidéo. je n'en suis pas sûr non plus, mais bon, il y a un âge certain de surcroît, mais bon. Mais voilà, quoi, je dirais, et cette renaissance de l'Argentière, qui ensuite reprend des habitants, parce qu'on était tombé à 1800 quand même, ce qui était, bon, Mais versus il y a eu 2400 un avant. changement forcément de sociologie, de public. Tout a changé. Tout a changé Tout là. a changé, je veux dire, mais et puis il fallait que tout le monde s'adapte. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai mis des prunes en tant que maire, en tant qu'officier de police judiciaire, c'était à des gens de Péchiné qui ne voulaient pas comprendre que quand on coupait ça haie dans les cités, ex-cités Péchiné, devenues simplement des cités dans le patrimoine de la commune argentière, ce n'est pas en jetant sur la chaussée que la commune allait ramasser, parce que Péchiné le faisait. Il fallait vraiment éduquer les gens. Ils vous appelaient à l'époque, j'étais sidéré, quoi. Moi, fils de fonctionnaire, quand j'avais quelque chose de bouché à la maison, ben, on se démerdait, on appelait un plombier, enfin voilà. Alors qu'à l'époque, Péchiné intervenait surtout. Donc il y avait deux communes, en fait, ici. Il y avait les gens de Péchiné et les autres. Et je pense que la catastrophe industrielle a fait que finalement, on est arrivé à Tout le monde a... reconstituer Ouais. une même société qui a complètement changé. Beaucoup de gens sont venus s'installer ici pour les sports de pleine nature. Donc voilà, beaucoup de gens ne seraient pas venus. Je suis à côté d'un cabinet dentaire. Ils sont venus avec un piolet à la main, quoi. Pas pour extraire les dents, hein, le piolet traction n'est pas recommandé pour extraire une carie. Mais voilà, c'est tous des jeunes qui sont arrivés, des générations de gens qui sont venus parce qu'il y avait cet univers merveilleux. Et puis surtout que, au-delà de l'univers merveilleux, il y avait de l'animation autour, quoi. Il y avait une vie. Il y a de la vie, oui. Il y a de la vie. C'est ça qui est intéressant. Parce que bon, être dans le plus bel écrin du monde, si c'est un écrin à bijoux et que vous le regardez simplement, ça n'a pas de sens. Là, les écrins en question, c'était des. D'ailleurs, vous le savez sans doute, mais les écrins, enfin, le mot des écrins, c'était justement parce qu'il y avait des gens qui se mettaient à la sortie des glaciers et il y avait des paillettes qui arrivaient dans des écrins en bois pour pouvoir tamiser les paillettes, hein. C'est ça l'origine des écrins. Ouais, Ouais. et s'en sortir quoi de ce tamis? Sortaient des paillettes de minéraux. Et c'est marrant, quoi. Enfin, voilà. Et s'il y a quand même un regret de cette époque-là ou pas? Non, où c'était vraiment l'enthousiasme permanent. Non, sur la mairie, honnêtement, non. Après, c'est des regrets. Il y a toujours un projet ou deux qui aboutissent pas. Voilà, putain de temps, je rêvais, j'étais allé à Saint-Mandé de mettre à l'Argentière, ou dans la Valouise d'ailleurs, peu importe, un espèce de musée de tout ce qui avait été l'histoire de la cartographie dans les Alpes. Voilà, ça s'est pas fait. C'est pas fait, Il y en a encore qui en parlent dans la vallée de. Oui, oui, non, mais tout à fait. Donc,
Mais sinon, D'autres personnes reprendront ces thèmes, et tant mieux. parce que bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'épouse de Patrick Vigne et qui m'a raconté un petit peu que à cette époque-là, elle me dit mais c'était des vrais gamins quoi. Ah, ils étaient complètement fous, complètement passionnés par tout ce qu'ils Ouais, faisaient quoi. C'est c'était... Oui, parce que il y avait une idée à la minute qui fusait, on restait des nuits entières à finaliser les choses, et oui, on aurait dit des grands gosses. On aurait dit des grands gosses. Pour connaître bien maintenant les milieux sportifs, parce que je ne les connaissais pas à l'époque, je n'étais pas pratiquant moi-même, quand même arrivé à faire du ski en me pétant 3 fois le genou. Mais bon, passons. Mais je compare un peu à des milieux sportifs où on a un but, où on essaie de faire des choses, on a un enthousiasme incroyable. Et c'est pour ça que là aussi, on les avait soutenus. Je me rappelle avec Patrick, on soutenait beaucoup tous les milieux sportifs. Un Pierre Voltier qui, à l'époque, ne trouvait aucun club parce qu'il faisait un sport de sauvageon, quoi. Euh, voilà, le champion olympique qui est. double champion. Ah ben, c'était incroyable. Et là encore, il fallait qu'à l'Argentière, il y ait des gens qui soient venus d'un peu du monde entier et qui considèrent que ces sports nouveaux, ben, c'était aussi le renouveau du ski. Et pourquoi au départ, il y avait un écrin snowboard? Parce que le secrétaire général de la mairie, le directeur général des services, c'était un passionné de ce genre de truc, avec ses gamins aussi. Pierre était orphelin, j'allais dire, de club. On l'a accueilli ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'esprit de l'Argentière est resté. C'est-à-dire que Pierre est resté le même gamin que jeune, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu faire partager aux autres, Et ça continue et vraiment. il continue à le faire maintenant. J'allais dire, il a une carrière tellement glorieuse derrière lui qu'il pourrait ne pas s'en préoccuper, mais non. Il continue à être le même bonhomme qui veut faire partager ses émotions et aussi des ambitions à des jeunes. Et c'est vrai on avait cette mentalité-là, quoi, on se disait, l'avenir, c'est nous qui le dessinons, donc Voilà, on va le on dessiner. crée, on On crée. crée, Ouais. on crée. Donc c'est vrai que c'était pas très administratif comme mairie, même si Ouais. on regardait la ligne bleue des comptes, ça c'est clair. Pour Euh, l'ancien inspecteur des PTT de Tracfin, il fallait jouer quand même avec ah bah il fallait faire en sorte qu'on soit. Enfin, moi j'ai toujours. autonome quoi. Ben oui, mais j'ai toujours considéré aussi que il y a des bonnes et des mauvaises dettes. La mauvaise dette, c'est celle de l'État, c'est-à-dire celle où vous empruntez pour financer du fonctionnement. Ouais. Alors que la dette d'une commune, vous ne pouvez pas faire ça. Donc c'est génial. Donc en fait, vous êtes sur la ligne de crête, toujours. Il vaut mieux être sur la ligne de crête, surtout quand le loyer de l'argent devient un peu onéreux. J'ai vu des périodes que je n'ai pas connues, mais que j'aurais bien aimé connaître, où les intérêts, les taux d'intérêt étaient négatifs. J'aurais bien aimé. Ça n'a pas duré non plus. Ça n'a pas duré longtemps, puis c'est pas très sain non plus. Ouais. Mais bon, mais à l'époque, voilà, on était sur cette ligne de crête. Alors tout le monde nous surveillait de près au niveau du TPG qui se demandait qu'est-ce que c'était cette commune avec des idées toutes les 3 minutes, et avec des infrastructures étonnantes. Et c'est vrai que pour une commune de cette taille, l'Argentière a quand même des infrastructures, voilà, Ouais. qui, De ville-centre quoi. qui- exactement. Ouais. Et puis après, parce que ville-centre, ça suffisait pas, on a créé la Comcom. On a créé la Comcom avec un souci qui était le même, c'est-à-dire que c'était la première Comcom en France à faire de la mobilité. Et ça continue. Cyril Drujon-Dastros, à l'heure actuelle, continue des politiques de mobilité qui sont plutôt performantes. Je veux dire, ici, on a encore des navettes gratuites, outre les transports pour le tourisme. Ouais. Mais en dehors de ça, on a des transports publics. Je vous prie de croire que pour bien connaître d'autres départements du centre de la France, notamment, quand vous voulez aller simplement au boulot d'un point à un autre, à des heures très classiques, vous n'avez rien. Ben ici, petit à petit, c'est pas par hasard que on était une autorité organisatrice de transport, parce que si on faisait des trucs au bourg-centre, il faut que les gens qui ne sont pas au bourg-centre puissent en bénéficier.
Donc il faut des transports. Sans ça, ça marche pas le système. Et ben, du coup, cette communauté de communes a été leader sur la mobilité et elle continue à être leader sur un tas de choses, hein. Je continue à regarder avec plaisir que les besoins des gosses du collège nécessitent un nouveau un stade de foot, des pistes d'athlétisme et autres, et que la Comcom se saisit de cette compétence en estimant qu'il y va de l'avenir des jeunes du canton, c'est très bien. Voilà, moi je suis très heureux de voir que il y a une dynamique intercommunale qui a été créée à cette époque-là Et qui perdure, et quoi. qui perdure. Voilà, alors il y a des périodes où c'est plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Les hommes et les femmes sont ainsi faits, Mais bon, l'important c'est qu'il y ait quand même l'esprit de conquête et de rendre service à un territoire. Quand je suis arrivé à l'Argentière, j'avais un modèle parce que j'aime beaucoup Bourdoisan. Et j'ai dit, on va faire un Bourdoisan en mieux et avec le train. Oui, parce que oui, Bourdoisan, un train n'est jamais arrivé. Il y est arrivé. Il y est Il est arrivé, il y a arrivé. encore la gare. Maintenant, c'est le siège de la direction des services routiers Oui, de il y a eu un l'Isère. transfert là, Il y a eu un complet. léger transfert. Mais il y avait un chemin de fer qui arrivait là-bas, qui était un chemin de fer d'ailleurs, qui était un chemin de fer énormément industriel. Oui, C'était, c'est pas le même esprit, c'est quoi. pas le même esprit, mais je voulais Bourdoisan avec le train. C'est pour ça qu'après, mon obsession du train est arrivée. C'est parce que, bon, faire de la mobilité sur des kilomètres, c'est bien. Il faut aussi que ça marche pour arriver Voilà, jusqu'à pour la aller plus gare, loin. quoi. Voilà. Alors pendant un moment, tu as cumulé, entre guillemets, député et maire, puisque Et c'est même vice-président de la région, et vice-président de la région, jusqu'à ce que ce soit ce interdit. soit interdit. Douleur? Un déchirement. Hein. Un déchirement, je me rappelle de ce moment de 2017 où j'ai démissionné le dernier jour où Où c'était c'était possible possible. parce que j'en voulais pas, quoi. En plus, j'étais contre ce texte, non pas parce que je voulais cumuler, je voulais qu'on fasse comme les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands, le cumul, contrairement à ce que les gens disent, est autorisé en Allemagne. Ce qui est interdit, c'est de cumuler les indemnités. Ouais. Voilà, C'est un peu différent quand même, c'est hein. très protestant comme, Ouais. comme système. Donc, ce qui fait que vous pouvez rester maire de votre bled et être au Parlement, et même pire, vous ne pouvez pas être sénateur si vous ne cumulez pas un mandat local, notamment régional, Ouais. en Allemagne. Donc, Oui, parce que chez nous, c'est paradoxal quand même que le Sénat qui représente les élus ne puisse pas rassembler vraiment les élus, quoi. je pense que enfin, cette loi était une monstrueuse connerie, d'ailleurs, je ne l'ai pas votée. Et puis parce que, enfin, j'ai pas c'était une fatwa contre les députés maires. Ouais. Je l'avais dit d'ailleurs au rapporteur du texte qui l'avait très très mal pris. Je lui avais dit que nul ne pouvait se prévaloir de ses propres turpitudes en Ah disant oui, c'est sûr que ça. oui, c'est pas fait Pour pour être plaire. gentil, mais j'ai dit vous voyez le problème, je suis député et maire de mon bled dans les Alpes, je ne pourrai plus l'être. Vous pourrez continuer à être conseiller régional à Toulouse et député à Paris, je dis, à moins que ce ne soit l'inverse, car je ne me rappelle plus, mais vos électeurs non plus. Il n'a pas aimé. Ouais. Voilà, Oui. il n'a pas aimé, mais c'était ça, quoi. Je veux Ouais. dire, c'est, il y a deux types d'hommes politiques ou de femmes politiques. Il y a ceux qui ont fait des mandats locaux, qui se sont coltinés à 2 heures du matin, les gendarmes à la porte qui vous expliquent que quelqu'un est décédé, il faut que vous veniez, qui vous dit qu'il y a un accident de la route, faut, vous veniez faire les constatations et vous déboulez à 2 heures du matin sur un carnage infâme. Tu prends une décision et tu rencontres les gens qui subissent la décision. Voilà. Voilà. Donc, il y a ceux-là, et puis il y a ceux qui ont fait de la politique investis uniquement par leur parti, quoi. Mm. Et donc, en général, qui sont conseillers régionaux au scrutin de liste, plus députés. Voilà, donc, qui n'ont plus de rapport direct avec un électeur direct, quoi. Et je continue à croire que la cassure qu'il y a eu en 2017 est pour une part responsable du délitement, j'allais dire, du système français. Alors, évidemment, il y avait des gens qui exagéraient,
il y avait des gens que vous voyez. Enfin, je me rappelle de l'ancienne maire d'Aix-en-Provence qui, à qui sa fille a succédé. Mais alors, en plus, je le dis en toute amitié parce que je l'aime bien. Elle me faisait marrer. Mais elle venait une fois par mois, quoi, à l'Assemblée. Ouais. Elle venait une fois par mois à l'Assemblée, donc c'est pas sérieux, quoi. Donc il fallait des limites. On peut pas être maire d'une ville de 200 000 habitants et député en même temps. Enfin voilà, Oui. fallait des limites de seuil et autres. Par contre, c'est Euh, vrai qu'il y avait la difficulté du déplacement, parce hmm. que être député-maire dans une petite commune en banlieue parisienne ou au fin fond des Hautes-Alpes, les délais de route ne sont pas les mêmes. Ce qui faisait d'ailleurs que nous étions en séance de nuit parce que on était comme les internes dans un lycée. On pouvait pas rentrer avant le vendredi. Alors que les Parisiens, eux, Ils étaient en week-end, continuent à là. être. Ben moi, je constatais jusqu'au bout, quoi. Alors, les séances de nuit à l'Assemblée nationale ne sont plus les mêmes puisque la règle a changé. C'est-à-dire que ça finit à minuit, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai fait des marathons budgétaires toute la nuit, hein. À 6 heures du matin, je me rappelle, à l'époque où j'étais rapporteur général, c'était 6 heures du Ouais. mat, on clôturait le budget. Je m'apercevais que l'article d'équilibre, il y a une anecdote avec Mélenchon. D'un seul coup, je demande qu'on arrête la séance tout de suite parce que je m'aperçois qu'il y avait une erreur sur l'article d'équilibre. Une erreur de. Enfin, une broutille pour le budget de l'État, mais enfin, c'était quand même quelques millions d'euros. Donc, je demande un arrêt de la séance et, et Mélenchon qui balance. On nous cache quelque chose, le rapporteur général interrompt la séance et moi qui dis bah non, ça tombe pas juste. Comme un gamin à l'école. Et donc, pouf, immédiatement, il s'arrêtait de parler. Il s'arrêtait de parler en se disant bon ben si ça Oui. tombe pas juste. Bon, et on a repris le machin. Et à l'époque, pour pouvoir rentrer quand même chez moi, parce que couper le cordon avec le local, moi, c'est un truc c'est pas possible, C'est quoi. pas possible. Donc, pas rentrer chez moi, c'est pas possible, quoi. Et donc, ben, je prenais le premier avion qui partait à 7h des brouettes, pas de douche, hop, dans un taxi, direction, dans une voiture de l'Assemblée, direction à l'aéroport. J'arrivais avec mon boarding pass, je fonçais dans l'avion, je dormais jusqu'à Turin. Je suis très bon pour dormir dans les avions. Les officiers de sécurité m'ont dit d'ailleurs qu'ils m'ont servi d'airbag pendant tout le mandat où j'étais ministre. Ah, Je m'endormais sur mon officier de sécurité, boum, c'était terminé. Il dit, on est arrivé, monsieur. Ah bon, pardon. Donc voilà quoi, c'est. mais on est encore clair quand on passe la nuit complète à travailler à Oui, quand on prend l'Assemblée. 15 cafés par jour, oui. Ouais, voilà. Voilà. Bon, alors après, vous avez un peu de tension, vous diminuez, mais vous diminuez le jour où le Toby vous fait peur. Pas forcément après. Bah, oui. Voilà. Après, quand Toby est parti, discrètement, vous appuyez sur le bouton espresso, ristretto, Donc et il faut tenir le coup, quoi. ben, il faut Mais, dire le coup, chacun son mais, truc, voilà. mais J'ai jamais député beaucoup et maire, dormi. ça nécessitait quand même une capacité de travail que tous les élus n'avaient pas. Bah oui, voilà, on n'est pas C'est- tous égaux là devant non plus, ouais. quoi. Bon, Parce qu'il n'y a pas que la motivation, il y a aussi moi la je pouvais le capacité. faire. En plus, j'avais pas de contraintes familiales, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, C'est pas la même chose d'être marié, vous avez 3 gosses, ouais, ben, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, vous le faites pas. Donc, vous faites un choix, quoi. Vous faites un choix, ben, on fait ce choix, voilà, parce que c'est ce qui vous botte. Donc, la vie reprend son cours après. Alors, le statut de secrétaire d'État puis ministre, c'est considéré comme un bâton de maréchal ou c'était l'occasion de faire autrement la même chose? Alors, pour être franc avec toi, ce qui vraiment m'a plu, c'est d'être rapporteur général du budget. Ouais. Parce que ça j'en avais envie. Ça, j'en avais envie parce qu'on pouvait influer sur toutes les politiques publiques. Toutes. Ouais. Et avec une influence non négligeable. Enfin, il y avait vraiment. Moi, je faisais des réunions d'arbitrage avec mon staff d'ailleurs qui était ravi. Ils m'ont dit on n'avait plus jamais trouvé un mec comme vous et on ne l'avait pas connu avant. On restait en réunion d'arbitrage avec Bercy toute la nuit. Pour des amendements, pour des trucs comme ça, on lâchait rien. Moyennant quoi, j'ai établi le record absolu d'amendements pour un rapporteur général parce qu'on modifiait les textes. Et j'avais un point d'honneur à rendre un budget qui était en meilleur équilibre que ce qu'avait proposé le gouvernement aussi. Parce que les économies, je savais les faire aussi. Il y a deux, trois trucs.
Bon, certains m'en veulent, mais Oui, bon, forcément, aussi. Dès qu'on certains m'en parlera veulent. économie, Ben, il y a des crédits d'impôt qui sont passés à la trappe parce que c'était n'importe quoi. Voilà, je me rappelle le jour où j'ai vu des crédits d'impôt qui sont liés, par exemple, au monde de la culture, avec des gens qui bénéficiaient de crédits d'impôt alors qu'ils étaient domiciliés fiscalement pour une grande partie dans un autre pays, ou qui avaient des subventions du Centre national de la cinématographie. Voilà, il y a quelqu'un de plutôt célèbre qui s'appelle Besson qui n'avait pas bien apprécié, quoi, mais après, bon, globalement, non. Ça a oui, pas dû. Bon, comme disait Jacques Chirac, ça lui oui, en a touché une et hop, hein, et hop pour l'autre. Voilà, mais je faisais des économies aussi. Je faisais des économies parce que, voilà, et ce boulot, honnêtement, il m'a passionné. En plus, j'étais avec une équipe de jeunes, là, de jeunes administrateurs de l'Assemblée nationale qui sont extraordinaires. Et voilà, donc on se motivait les uns les autres. Je veux dire, on était là le soir. Ma fidèle Lisiane, ma collaboratrice historique, arrivait à 21 h avec bon, je vais vous chercher des pizzas, vous voulez quoi? Elle allait nous chercher des pizzas. Et puis on disait la fois d'après, passe chez. Je ne dirais pas le nom parce que c'est la BBC clandestine, mais chez un tel parce qu'il y a des super tartes au citron. Et j'avais celui qui va devenir mon directeur de cabinet, Théo, ensuite quand j'étais ministre, qui était là avec son cheveu sur la langue. Oui, des tartes au citron. On vivait dans une ambiance familiale. C'était on extraordinaire. n'imagine pas forcément les coulisses du pouvoir de Comme cette ça. façon-là, C'est pas ouais. tout le monde qui est comme ça. Ouais. Et j'en connais d'autres. Enfin voilà, de la même façon qu'ensuite, bon, au cabinet, moi j'ai eu une chance folle parce que et Jean Castex et Jacqueline Gouraud m'ont laissé former mon cabinet comme je voulais. Ah oui, Voilà. c'est un privilège, ça, quand Ah, même. c'est un privilège incroyable, quoi. Je veux dire, il y a peu de premiers ministres et peu de ministres de tutelle qui n'obligent pas à un certain nombre de choses. Et j'ai été nommé secrétaire d'État, je connaissais Jacqueline hein, avant, puis je l'aimais beaucoup. Et je continue à beaucoup l'aimer, puisque que ce soit Jean Castex ou elle, on se voit, on dîne ensemble. Moi, je monte à Paris Exprès pour qu'on dîne ensemble. Et je dis, écoute, moi, ce qui m'arrangerait, je vais être franc, hein, on est plusieurs secrétaires d'État sous ton autorité. Je dis, moi, je veux un cabinet qui fonctionne avec le tien. Donc, si on met ta DIRCAB en chapeau, deux DIRCAB adjoints qui nous servent à chacun, ça m'ira très bien. Mm. Euh, Vendu, donc on a bossé ensemble de manière merveilleuse, Efficacité, quoi. avec efficacité, avec Et, pas de rupture parce que, enfin, vous savez, c'est c'est compliqué parce que il y a un tas de secrétaires d'État, de ministres délégués qui rêvent d'être calife à la place du calife, quoi. ouais. Voilà. Donc il faut se différencier. Moi, je voulais pas qu'on se différencie parce que je voulais qu'on marche la main dans la main, quoi. Bon, moyennant quoi, ça a bien fonctionné. Moyennant quoi, ben, quand elle est partie, Jean Castex, naturellement, a demandé à ce que ce soit moi qui lui succède, parce qu'il savait que, voilà, que moi j'étais au courant de tout. Jacqueline me disait, écoute, ça c'est pas dans ton domaine, mais j'en ai ras-le-bol de voir les sénateurs, je l'ai été pendant des années, va faire les séances au Sénat. Ok, je vais au Sénat. Donc j'ai fait pratiquement toutes les séances du Sénat à la demande de Jacqueline, sur le budget, surtout. Tu connais toutes les questions budgétaires des collectivités, tu y vas. Elle me dit, de toute façon, que ce soit toi, que ce soit moi, c'est pareil. Donc voilà, on a managé. Enfin, j'ai toujours travaillé en confiance, moi, donc c'est ça qui est bien, quoi, que ce soit la mairie, que ce soit comme Ouais. ministre, comme secrétaire général, comme rapporteur général du budget, donc c'est merveilleux, quoi. Quand tu fais confiance aux gens, en général, ils te le rendent. Enfin, et s'il y a des gens qui sont foireux, ils sont tellement mal à l'aise que de toute façon, ils s'en vont, quoi. Voilà, ouais. Mais donc l'affaire est réglée. Donc au ministère, c'était pareil. Et puis ce que j'ai aimé, et ça personne, c'est pour ça que je cherchais même plus à avoir un poste avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance, quoi. C'est compliqué. Jean Castex, au moment où on élaborait le plan Avenir Montagne, qui a quand même sauvé les stations après le Covid, Ouais. parce qu'on a mis des millions d'euros sur la table, je le revois m'appeler un lundi, alors je sais pas si c'était de Pentecôte ou de Pâques. Je suis un peu fâché des fois avec les fêtes religieuses. Mais bon, un lundi où j'étais parti faire un break au bord du lac d'Horta, ça je me rappellerai toujours, et quelqu'un me dit tu devrais décrocher ton téléphone. Je dis qu'est-ce qu'il y a le téléphone? Ben, regarde le nom. Oh putain, merde. Donc sous la douche, je coupe la douche et je prends Jean Castex qui me dit
Dis donc, j'ai un truc là, c'est que, bon, on avait dit qu'on n'en parlait pas au conseil départementaux parce que ça m'emmerdait dans certains endroits. Mais là, bon, ça serait bien que tu fasses le nécessaire aujourd'hui. Mais j'ai fait le nécessaire aujourd'hui. C'était pas le DIRCAP qui appelle le DIRCAP qui Ouais, appelle le machin. C'était un coup de fil direct. ouais. Ça, alors, ça change parce que je connais par ailleurs le fonctionnement de certains premiers ministres et de certains ministres. C'est Oui, c'est pas pas. toujours aussi fluide, Ouais. voire même. Mais ça se voit un peu de l'extérieur aussi. Et ça se voit. Et de la même façon que nous, on avait un jardin merveilleux à l'hôtel de Castres, qui était l'endroit où il y avait le ministère. Dès qu'il faisait beau, on sortait tous manger dehors. On faisait dresser une table, on amenait nos plateaux et hop, on s'installait. On appelait ça la popote d'ailleurs. On s'installait, tout le monde venait, les membres du cabinet, les chauffeurs, les officiers de sécurité, on mangeait ensemble. Et j'ai un jour surpris quelqu'un qui était directeur quelqu'un qui travaillait pour un ministre, une ministre en charge de, allez, on va dire, en charge d'éléments liés à l'écologie, qui dit mais on va manger tous ensemble. J'ai dit oui bien sûr, voulez-vous qu'on mange? Et il me dit ah non c'est-à-dire que chez nous, la ministre mange seule ou avec son DIRCAB. Je dis, bah, ça m'arrive aussi, si on a un truc à faire. Il dit, non, non, mais c'est comme ça. Ensuite, le directeur adjoint de cabinet dans une autre salle. Et ensuite, le reste du cabinet. Je dis, ah bah putain, c'est pas chez moi que ça va arriver. Il dit, non, on va manger ensemble et on va bosser ensemble. Je dis, comme ça, vous avez un tel et un tel qui s'occupent de ce sujet. Mm. Voilà. Une réunion, je dis, bah, on commence par manger parce qu'il est 13 h et moi, on a tous faim. Et après, si vous voulez qu'on finisse la réunion au café en cercle plus restreint, On on le peut. fait. Mais voilà. Et ça marchait comme ça. Et donc, j'ai pas changé de méthode, quoi. Je Il n'y a pas de dirais, raison. Ouais. y a pas. Et puis très honnêtement, quand- mais c'est incroyable parce qu'il y a des bleds qu'on a sortis de merde absolument incroyable. Moi, je me rappelle être allé en Lozère. Tout était bloqué sur un plan de développement d'une communauté de communes pour des raisons qui étaient complètement fallacieuses. Enfin, je veux dire, un service de l'État qui considérait que la loi littorale s'appliquait autour d'un lac qui me semblait être inférieur à la norme, mais comme il ne voulait pas mesurer, il considérait que c'était comme ça. Donc j'ai payé en un mois des experts du CEREMA, donc une agence de l'État, pour mesurer la réalité du truc. Et en un mois, l'affaire était réglée. La direction des territoires de ce département était totalement désavouée parce qu'en fait, elle ne voulait pas que ce projet se fasse. Donc, ils avaient utilisé un argument fallacieux, ce qui n'est pas possible. Donc, moi, je résolvais les problèmes. J'arrivais dans un bled, récemment, un maire de, tiens, la première ville communiste de France, qui est Commentry dans l'Allier, les Forges de Commentry, le maire, ça m'a fait un plaisir immense. Il m'a envoyé un petit mot, je reçois un petit mot en adresse perso ici. Et Monsieur le Pistis, toujours très déférent. Je voulais simplement vous dire que grâce à vous, on vient d'inaugurer la maison France Service dont l'État nous avait exclus et que nous sommes très heureux et que bientôt, grâce à Petite Ville de Demain sur laquelle vous nous avez inscrit, là aussi contre l'avis de la préfète de l'époque, parce qu'il y a une préfète qui a décidé d'un peu les sanctionner, eh bien nous allons bientôt pouvoir vous montrer toutes nos réalisations. Je vous invite, quand vous serez dans l'Allier, je vous invite à venir Ouais. déjeuner avec moi et vous montrer ces réalisations. Tout ça est grâce à vous. Merci encore. Voilà. Moi, ça me va. Ouais. En plus, je vais aller manger avec mère dans un endroit où on mange en général, c'est bien. Et Voilà. là, on touche directement un problème qui peut y avoir entre justement le politique et l'administratif. Parce qu'on a l'impression que le politique n'a pas forcément le pouvoir et que c'est quand même, Si dans un on, grand nombre de cas, les administrations qui font ce qu'ils si veulent, on quoi. veut, on peut. Ouais. Si Mais on veut, alors, on on sait peut. qu'on ne veut Sauf pas. si c'est illégal. Oui, oui, bien On sûr, est il y a bien des d'accord. limites. Parce qu'on m'a demandé aussi, je tairai qui est à l'origine de cela, mais on m'a demandé de convoquer un préfet pour faire en sorte que des permis soient accordés alors qu'ils n'avaient pas à être accordés. Oui, Là, c'est autre on chose. bascule de l'autre côté, Donc là. j'ai effectivement demandé au préfet de recevoir le pétitionnaire en disant pourquoi le permis n'était pas accordé. Mais bon, voilà, mais effectivement,
Enfin, moi, je reste persuadé que quand on veut, on peut. Enfin, je veux dire, enfin, on a une administration à disposition. Elle est, Ouais, ou on lui laisse la prise sur le coup, ou on fait appliquer on les fait choses, quoi. l'inverse. Ouais. Voilà. Et moi, tout s'est bien passé avec des gens dont on me disait qu'ils étaient ingouvernables, ingérables. Voilà, j'ai vécu avec les directions générales de l'État vraiment des bons moments. Ouais. Ouais, ou on joue le Même à rapport de, Bercy, c'est dire. ou on joue le rapport de force, ou alors on a un rapport humain qui permet de fonctionner, C'est quoi. ça. Ça peut être les deux. Oui, selon selon le moment. Bah, comme rapporteur général, je suis le seul à avoir fait une descente en bonne et due forme à Bercy. Parce qu'on faisait. C'est-à-dire. Bah, j'ai emmené ma troupe à 8 heures du matin, c'est-à-dire à l'aube administrative à Paris. Et on ne voulait pas me donner les documents à la direction de la législation fiscale. Donc j'ai appelé le matin les deux cabinets ministériels en disant que à 8 heures du matin, on arrivait, et qu'on faisait une descente en vertu de tel article du Code général des collectivités territoriales, Et qui prépare les documents, quoi. et qui prépare les documents, ou sinon bah, ça allait mal se passer. On m'a bloqué à la douane à Bercy, puisque le poste de police de Bercy est tenu par la douane, en me disant que j'avais pas de rendez-vous. Je vais l'écouter dans 15 minutes, c'est du pénal, donc faites comme vous voulez, hein. Donc finalement, j'étais introduit et j'ai eu ce que je voulais à la fin de la journée, après avoir cuisiné le directeur de la législation fiscale qui transpirait comme si c'était pas permis. Parce que de temps en temps, il faut leur montrer que merde, quoi, en Mais fait, il y a des choses à cacher. non, mais c'est ce secret administration qui considère qu'il y a des chiffres dont le rapporteur général demande l'évaluation, mais qui sont quand même des chiffres un peu confidentiels. Non, ils n'ont même pas quelque chose à cacher de. C'est Oui, pas de la c'est. prévarication, c'est de la protection à outrance d'un système. On va dire, on va parler de parapluie. Bah, j'allais dire, c'est trois capotes anglaises. Ça. C'est pire que sur le port de Hambourg dans les zones de prostitution. C'est comme ça. Donc il faut à la fois montrer les dents de temps en temps en disant écoutez, ça suffit. Ah bah après, j'ai plus eu d'emmerde hein, après la descente. Et on l'avait même, ça n'avait pas plu, ça, parce que on l'avait filmé façon petit court-métrage western. Ouais, en plus, c'était mon futur DIRCAP qui avait fait le truc, on l'avait mis sur les réseaux sociaux, avec de temps en temps, ça sert de montrer les dents. Et il nous a fait un ralenti où on avançait dans l'allée centrale de Bercy, que je connaissais bien, puisque j'y avais mon bureau avant. Donc, donc tout va bien, quoi. Mais voilà, quoi, on n'est pas obligé. Alors après, on ne réussit pas tout, il y a des arbitrages. Moi, je suis d'une loyauté absolue, c'est-à-dire que si un truc me plaît pas et que le Premier ministre dit eh ben on va faire comme ça, ben je fais. Oui, De la même façon que j'aurais pas aimé qu'un adjoint à la mairie, face au après un contraire. arbitrage, fasse le contraire de ce qu'on avait décidé. Oui, il y a une certaine légitimité de chacun, quoi. Voilà, je veux dire, et puis après, on avance. On revient pas par la fenêtre, quoi. Ça, c'est ce dont j'ai le plus horreur, quoi. Les gens qui sortent par la porte, qui reviennent par la fenêtre, non. Ouais. Non. Alors, tu parlais de vidéos tout de suite. Des vidéos, tu en as fait aussi un paquet en tant que ministre avec une certaine minute. Et c'était pas la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, Oui. mais c'était la pause rurale. La pause rurale, voilà. Ah ben je me C'est suis un dit, moyen de communication direct, en fait. ah ben ça oui, c'est la pause rurale. Alors c'est une invention d'un des membres de mon cabinet qui s'est dit on devrait faire un truc comme ça, format vachement bref, un sujet par semaine pour attirer l'attention sur les différents sujets. À l'origine, on avait dit de ce qui était l'agenda rural, parce qu'on avait une centaine de mesures à mettre en œuvre, quoi. Et j'ai dit, c'est génial comme idée, on va faire ça sur un ton qui est un ton pédagogique mais joyeux, Ouais. voire même sur le ton de la plaisanterie. Mais bon, ça m'arrive hein, Oui, de faire des un blagues. rire célèbre. J'ai un rire célèbre, ouais. Ben voilà, et on a fait ça. Et alors c'est assez marrant parce que donc ça s'est arrêté quand j'ai arrêté d'être membre du gouvernement. Ma successeur a voulu le reprendre et au bout de deux prises, On s'est dit, les c'est gens pas de la mon truc, quoi. communication lui ont dit non, vous n'êtes pas Giraud, donc ça va pas passer, ça marche pas, votre style marche pas. Alors que là, ben oui, on a fait un tas de trucs comme ça qui ont fait connaître d'abord la cause de la ruralité, ça j'y tenais, la cause de la montagne, la cause des territoires, et en expliquant quelles étaient les politiques publiques. Et il y a même des maires qui téléphonaient en disant dites donc, c'est quoi cette histoire de programme sur les
les diagnostics sur les ponts, parce qu'on a des ponts qui se cassent la gueule. On a vu une pause rurale, et on est au courant de rien. Et dans ma préf, ils sont au courant de rien. Et donc, on a appelé le préfet en disant, il y a le maire de machin qui nous a appelé. C'est quoi le programme pont? On vous envoie la circulaire. Bah, c'est vrai qu'il y a tellement de circulaires, de textes et tout qui Enfin, les circulent. préfectures, ils sont noyés sous le boulot, il faut dire les choses. D'abord, les petites préfectures, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'après, j'ai essayé d'avoir des postes dans sous-préfet à la ruralité et tout ça voilà, pour qu'il y ait, pour qu'il y ait de l'ingénierie. Ouais. Et ça a été toujours le maître mot. J'ai voulu que dans chaque programme, alors ça c'est difficile à voir parce que faire des frais de fonctionnement, c'est pas le truc qui plaît, mais le monde rural, il crève de manque d'ingénierie, de gens qui sont capables de concevoir un truc. Donc je dis, il faut de l'ingénierie, mais à mon époque, j'avais dit, il faut que ce soit sous la tutelle de la communauté ou de commune ou de la commune, parce que il faut que ce soit pas un mec hors sol qui déboule comme ça de nulle part. Il faut que ce soit souvent un jeune qui a des bonnes idées, qui sort de l'école, qui a jamais eu d'emploi auparavant, et qui a une envie folle d'aller dans un territoire pour aider, et qui n'en est pas forcément originaire. Hein. Quelquefois oui, mais quelquefois non. Qui a envie de poser ses valises, c'est un peu le principe d'une émission. On peut aimer un pays où on a posé ses valises et être encore plus défenseur de ce territoire que des gens qui en sont originaires et qui peuvent le dénigrer. Et ben voilà, on est arrivé à faire des choses intéressantes. Et, voilà, et c'est vrai que si j'ai un regret maintenant, c'est de voir que petit à petit, après Jean Castex est un vrai de la ruralité. Quoi. Ah oui, ça, on ne peut pas lui retirer ça. Ouais. Pour vous donner un exemple récent, on est allé manger ensemble des choses que Sandrine Rousseau n'aimerait pas voir dans son assiette, mais bon, on était en face d'un magnifique gras double, et donc comme on sortait d'un boulot, on avait tous les deux une chemise, on avait fait tomber la cravate, mais on avait quand même une chemise et un costard, et d'un seul coup, pouf, un morceau s'échappe, splatch, je me retrouve avec le bout de gras double qui me splatch toute la chemise, et Jean Castex avec la serviette enfilée là complètement, et jusque-là, et qui me dit, et si tu mettais ta cravate comme un paysan, tu ne serais pas taché. Voilà. Alors, ce que je ne croyais pas adorer à ce point, c'est de travailler avec un Premier ministre comme ça. Ouais. Parce que franchement, du bonheur à l'état pur. Quoi. Et un type aussi loyal, ne cherchant pas à faire carrière, ne cherchant enfin jamais à se mettre en avant, mais étant naturellement au service des autres. Ouais. Et ça, voilà, j'ai trop vu de gens en politique qui avaient une arrière-pensée toutes les minutes pour constater qu'il y a des gens différents. J'étais content parce qu'ils me ressemblaient. En plus, j'étais capable de sortir une connerie monumentale. Oui, on a eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, notamment dans le Queyras, où il expliquait d'ailleurs que la force publique, c'est aussi de respecter sa parole. Et ça, c'était un thème qui lui est cher. Quoi. Il l'a toujours respecté. Il l'a toujours respecté. Il disait on fait ci, on fait ça, et on le faisait. Voilà. Et s'il y avait un truc à modifier dans la réglementation, c'était le premier à dire envoyez-moi le décret au Conseil d'État rapidement pour que ce soit fait dans un mois. Voilà. C'est une version de la politique qui, à mon avis, pourrait réconcilier les Français avec la politique. Oui, parce qu'il y a du boulot là-dessus. Hein. Puis, j'allais dire un gros mot. J'ai commencé par un P, mais oui, un gros mot, parce que là, on est parti, excusez-moi de le dire comme ça, mais on est parti en vrille. On est parti en vrille complètement. L'instabilité liée à la dissolution, on a rajouté une couche. Ça avait un peu commencé mais avant. Mais ça avait commencé avant. Ça a commencé au début du deuxième quinquennat du président de la République. Voilà, où les choses sont parties un peu en bivrine, où je n'ai plus très bien compris s'il y avait des patrons à Matignon. Je le dis honnêtement, hein, je veux dire, quelle que soit l'amitié que je porte à certains, notamment à Gabriel Attal, la relation avec Mme Borne était un peu plus difficile. Mais, oui, mais c'est sans doute parce qu'elle était directrice de la stratégie de la SNCF, quand déjà à l'époque j'écrivais en disant oui, vous aviez est-ce que la SNCF a vraiment une stratégie? On avait un petit contentieux un petit peu antérieur. Mais voilà, quoi. Ouais.
Mais c'est vrai que moi, je rêve d'un système où on remette du lien par un dialogue normal. Et c'est pour ça que ouais, je suis un zélateur de Jean Castex, parce que enfin, la RATP, qu'il préside maintenant, euh, Fonctionne. fonctionne maintenant, Voilà, ouais. plus de grève, rien du tout. Et il m'a raconté ce qui lui est arrivé le jour où il a pris ses fonctions. Et qu'est-ce que c'est ça? Il y a eu une grève au dépôt de. Je crois que c'était Vaugirard, mais enfin peu importe. Il dit ah oui, mais ils sont en préavis de grève depuis toujours. Ah, Comment depuis toujours? Ben, ils sont en préavis de grève permanent. Donc, ah bon? Et pourquoi? Bon, faut y aller là. Ah non, non, aucun président de la RATP n'y est allé. Ben, il dit ben, c'est peut-être ça le problème. Donc il dit ouais, ils prennent à quelle heure? 4 heures. Demain à 4 heures, on y va. Ah non, il faut prévenir les forces de l'ordre. Quelles forces de l'ordre? Bon, déjà qu'il avait refusé le chauffeur et les officiers de sécurité une fois fini son mandat en décidant que c'est bon, qu'il se baladerait et qu'il prendrait le métro et qu'il prendrait comme tout le monde. Enfin bon, qui se baladerait comme tout le monde et en particulier dans son métro puisque c'était lui le patron maintenant. ben oui. C'est le bon moyen de savoir s'il y a une connerie. Ben voilà. C'est la différence entre certains hommes publics qui aient des fonctions purement politiques ou des fonctions en l'espèce très administratives, Ouais, ben, mais qui recréent dans du l'industrie, lien on a le même genre de problème aussi, dans le commerce, partout, hein. partout, partout. Mais si C'est on revient sur ta pause rurale, par témoignage, j'ai entendu des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, voire qui rejetaient la politique, et qui m'ont parlé justement la de pause ces rurale. vidéos, en disant ah ouais, ouais, alors bon, ça les concernait pas directement, mais le ton et puis ce qui était dit, ça faisait mouche quoi. Même sur des Ouais, gens qui n'étaient pas concernés par le sujet quoi. ben, disons que c'était ma réponse aussi aux réseaux sociaux de manière classique. Mais je suis pas très réseaux sociaux pour être clair, Ouais. parce que c'est du grand n'importe quoi et puis c'est le défouloir de tous les tarés de la terre. Donc ça me convient pas. Alors qu'avec une petite vidéo pédagogique un peu sympa où on se rend compte que le mec qui est en train d'expliquer le truc, d'abord il le vit, qu'il Mm. n'est pas obligé d'apprendre par cœur un machin en train Voilà. d'annoncer ce qu'il est en train de lire. Ouais, Parce que c'est bon, c'est quand c'est- même un problème de temps en temps. Quand vous êtes là en train de lire un machin, virgule, là, tournez la page, non. ouais, qu'on dit des fois même virgule. Ah oh non, pardon. Mais c'est ça, Il y ça a, je l'ai vu, il y a un ça. qui dicte la ponctuation, quoi. Ça je l'ai vu. J'ai Ouais, vu des gens pourtant très connus d'un seul coup intégrer la ponctuation dans le discours. C'est un euh, peu surprenant. c'est le problème quand c'est une communication qui est justement préparée par des communicants, quoi. Ben, c'est ça. C'est Et ça. Donc bon, c'est si souvent on le le fait cas de quand même. manière, j'allais dire classique, ben voilà, tout va bien. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, on s'est arrêté à ministre, et puis un jour, ça s'arrête. Tu n'es plus député, tu n'es plus ministre. Je ne veux pas dire que tu n'es plus rien, parce que tu es toujours. Enfin, tu rien, quoi, justement, un Oui. terrien. Est-ce que c'est brutal? Est-ce qu'on s'ennuie après? Parce que bon, tu voyages encore beaucoup, tu vois encore toujours beaucoup de monde, mais ce changement de rythme, ça se vit comment? Alors, je vais être franc, le changement de rythme en 2022, quand j'ai quitté mes fonctions ministérielles et que je suis redevenu député, a été plus difficile à vivre parce que là, pour le coup, alors c'était peut-être lié au mode de gouvernance du gouvernement à l'époque hein, aussi, hein, Mm. d'Elisabeth Borne, mais je commençais à m'emmerder tellement que je lui ai dit, écoute, moi je veux bien quitter le Parlement, donnez-moi du boulot à faire quelque part, je le fais. À l'époque, il y avait l'autorité de régulation des transports, des trucs comme ça. J'ai donnez-moi un Une boulot classique, mission. une mission, voilà. Bon, finalement, ils m'ont donné cette mission sur la perspective sur la montagne en 2030, qui m'a tenu en haleine, je dirais, un bon bout de temps. Quand on dit 2030, on ne parle pas Jeux Olympiques, là, hein. Ben, j'avais fait exprès de choisir cette échéance en me disant, bah, c'est pas mal de se dire, si des fois les Alpes françaises sont retenues, d'avoir Une un recueil de perspective. prospectives pour 2030, ça peut toujours servir. Et bon, donc quand il y a eu cette mission, ça allait mieux.
j'ai eu du mal à remettre ce rapport à Madame Borne, donc ça a mis un certain temps, parce que je voulais que ce soit intégré dans le plan stratégique sur le climat et les territoires. Voilà. Bon, donc là, j'ai retrouvé, j'allais dire, un peu de joie de vivre, j'allais dire, de faire quelque chose de concret, avec une équipe d'inspecteurs généraux d'ailleurs très concret, mais c'est vrai que j'aime bien ne pas travailler tout seul, parce que je crois qu'on est plus intelligent à 3, à 5 ou à 10 que tout seul. Et après cela, bon, arrive cette dissolution. Alors déjà, j'avais du mal, je veux dire, dans l'hémicycle, enfin les vociférations, Ouais, c'est pas un style. enfin, moi ça m'exaspère, quoi. Je veux dire. Vu d'où je suis initialement, comment j'ai été formé, j'avoue que l'indiscipline permanente Oui, non, me ça. déplaît. Enfin, on m'a souvent vu tenir des propos, mais jamais enfin, faire du bruit avec mon machin. Enfin, enfin, c'est pas possible, quoi. Manier l'insulte. Hurler, insulter des gens. Moi, j'ai jamais insulté personne. Je vais pas commencer aujourd'hui, quoi. Bon. Et là, je me rendais compte que j'avais, comment dire, que je commençais à avoir envie d'insulter des gens, voire même de leur dire des horreurs en dehors de l'hémicycle. Ouais, là, on se dit, là, Donc je me suis dit, là, c'est plus mon monde. Alors là-dessus, le président de la République décide de cette dissolution, dont je continue à penser que c'est une connerie monumentale, c'est l'erreur du siècle. Enfin, bon, très bien, parce que je ne peux pas comprendre qu'on déstabilise les institutions quand on est en charge de la protection des institutions. Voilà, moi, je suis classique là-dessus. Hein, bon, il a choisi, très bien, long tact, en pensant que sa baraka a fait en sorte que ça se passe bien. Ben non. Oui, mais non. Donc on est dans une instabilité politique, moi, que je redoute complètement parce que tout le monde est à la merci du moins d'accrochage. Donc, enfin, donc, très honnêtement, quand je suis parti en disant je m'en vais, j'ai employé dans la presse, j'ai employé le terme de ça n'est plus mon monde. ouais. Et je pense sincèrement que c'est plus mon monde parce que je ne le comprends plus dans ces conditions. Et, ben, ça m'a, j'allais dire, ça m'a soulagé de prendre la décision. Je vais être franc. Ouais. Ça m'a soulagé de prendre la décision parce que là, moi je suis là pour construire. Si Mm. c'est pour simplement appuyer sur un bouton pour éviter qu'il y ait l'opposition qui prenne le pas sur un truc, Ouais. ben bon, Oui, non, non, non. c'est en Et contradiction avec tout le début non. Et de. puis en plus, bon, on va être franc aussi, un gouvernement alors, dont j'ai dit qu'il était trop parisien et trop à droite. Mm. Parce que moi, j'ai adhéré à la philosophie d'Emmanuel Macron à cause des deux jambes. Je me disais, bah, il y a des choses à faire. Il m'arrive d'être d'accord, je le disais, avec, y compris les gens du PC, parce que voilà, parce qu'il y a une vraie histoire derrière un parti politique, des fois. Mais être avec deux jambes en se disant, bah, écoutons-le quand même, parce que celui-là, il est en position, mais il a un truc à dire, ça me semble bien. Voilà. Là, d'un seul coup, ça s'est un peu arrêté, puisque la jambe gauche est devenue un peu bancale, pour pas dire plus. Et surtout, l'intérêt pour les territoires, je ne l'ai plus senti. Donc là, je me suis dit, il faut arrêter. Alors, il faut arrêter. Bon, je reconnais aussi que dans ma vie privée, il y avait aussi un événement perso qui faisait que C'était temps, quoi. voilà, il fallait arrêter les dégâts. Voilà, et je l'ai fait sans amertume en me disant simplement, bon, non tact, j'ai fait mon temps, je- j'ai pris cette décision, j'allais avoir 65 ans, quoi. Donc, voilà, et je m'étais déjà posé, La je me question rappelle la au question mandat au d'avant. mandat précédent en me disant, je- j'avais même rigolé en disant, finalement, l'âge de la retraite, ça pourrait être bien pour tout le monde de le prendre au même âge. Bon, et puis après, il y a eu la loi, la réforme des retraites, donc j'ai pu le prendre un peu plus tard, Ouais. mais bon, humour de bon goût. Euh, mais voilà, on s'est retrouvé, j'allais dire, bon, moi je me suis retrouvé au mois de juin. Alors il y a juste le truc qui était incroyable, c'est la façon dont on est considéré dans ces cas-là, parce que on me fait savoir que, étant donné que la dissolution a été prononcée par le président, j'avais même pas droit à un taxi pour aller parce que j'allais pour les débats sur le droit de mourir dans la dignité. Ça m'emmerde, je veux dire, depuis Oui, sur un truc comme ça. C'est vraiment un truc, puis c'est un marqueur radical auquel je tiens, moi. Et bon, je me suis retrouvé dans une situation où, eh ben,
On a essayé de faire une campagne pour quelqu'un d'autre, à l'espèce pour mon ami, pour Sébastien Fine. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je vais dire, ça peut ne pas fonctionner. J'aurais pu le passer très bien aussi. Hein, moi, je ne me fais pas d'illusions là-dessus parce que, bon, après, la reconnaissance vis-à-vis d'un travail fait, tout le monde Oui, oublie vite. Hein. oui, ça c'est sûr. Donc, bon, je ne me fais pas non plus Bah, d'illusions. Sébastien, il a été aussi battu parce que dans ta vallée, justement ici, il y a quelqu'un qui s'est positionné sur le même créneau que lui et qui lui a mangé la moitié des voix. C'est ça. C'est C'est ça. pourquoi et comment, on n'a jamais Bon, réussi trop à savoir. bah, Mais enfin, en ça, tout cas, mais voilà. ça aurait pu marcher, comme Ça aurait pu disait. marcher, ouais. C'était puis bah, un vrai créneau avec un vrai maire. Enfin, moi, c'était Ouais. mon but, quoi. Qu'un maire monte en puissance au Parlement parce Et qu'il lui, il y a des aurait pu choses à dire. rester député et maire. Ah non, 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 de la même façon. il aurait pu être premier adjoint, quoi. Il aurait pu être pas dans l'exécutif, conseiller municipal. D'accord, juste conseiller municipal. Mais bon, enfin, Ouais. quelqu'un qui a l'expérience d'une mairie, moi, ça m'allait bien. Voilà, bon, donc ça m'a déçu, je vais être franc. Hmm. Et après sont arrivées les vacances. Donc je me suis arrêté de travailler en vacances. Et le truc, c'est qu'en septembre, j'ai pas repris. Voilà. Donc, Oui, c'est en douceur, là, quand ah ben, oui, je pense que c'est plus dur de faire ça le 1er novembre. C'est moins folichon. Ouais. Voilà, et ben je suis moins, alors, parce que les débats parlementaires m'énervent souvent, parce que là aussi, il y a toujours ces vociférations et autres. Par contre, je me suis dit, je m'occupe de deux, trois trucs, des copains me demandent de faire un truc. Là, sur les JO 2030, il est évident que pour le territoire, c'est magnifique. Donc, je suis présent dans pas mal de trucs pour essayer de titiller un peu les choses, de faire en sorte que la mobilité soit bien présente. Ça a toujours été mon dada. Je continue. Je continue parce que je vois ce qui se passe. Si on maintient pas, c'est le coup de coller au cul du camion hein, pour les mauvais payeurs. Ouais. Si on colle pas au cul de la SNCF Ouais. se fout complètement des territoires. Ça, c'est clair. Donc, voilà, Puis tu continues à être invité régulièrement aussi. je continue Un à être. ministre vient à Briançon, Catherine Ben là, en Vautrin, par l'espèce, c'est exemple. Catherine qui m'a appelé directement. Voilà. C'est elle qui m'a appelé en me disant bah, c'est bien ta circo. Je dis oui, c'est ma circo. C'est mon Et, ex. et puis en plus, tu connais le sujet, donc viens par là, Oui, je veux quoi. dire, c'est quand même avec Jean Castex qu'on a amené le fric, par exemple, à Embrun, Ouais, pour l'hôpital. ouais. Bon, voilà, donc je continue à faire du SAV, on va dire. Voilà. C'est du SAV au sens d'une émission connue de la télévision. Voilà. Mais sans Sans contrainte, ça, quoi. bon, bah, Emmanuel Vargon m'a dit, il n'y a que des Parisiens à la commission de régulation de l'énergie, vient pour présider des réunions de travail sur les territoires parce qu'ils n'y comprenaient rien. Donc j'y suis allé et effectivement j'ai constaté que Oui, voilà, j'ai même vu dès la première réunion, puisqu'on parlait de voitures électriques, j'ai expliqué à quelqu'un qu'avoir une voiture électrique quand on fait l'Argentière-Grenoble, c'est compliqué. ouais. Et la personne qui était en face de moi, qui était pourtant quelqu'un bardé de diplômes, quand je lui ai dit qu'il y avait 1000 mètres de dénivelé pour monter et qu'il y en avait 1600 pour descendre, elle m'a dit mais où vous passez? J'ai connu l'Otaria de 1000 mètres d'altitude. Elle me répond, bah, il n'y a pas de route à cette altitude en France. Donc, Oui, il je dis y a du boulot là, hein. voilà, je dis à Emmanuel, il y a vraiment du boulot. Voilà, c'est ce qui m'énerve le plus, enfin, qui n'est pas une caractéristique que de la haute fonction publique, hein, mais aussi de pas mal d'élus, c'est de ne pas se rendre compte qu'il y a des territoires. Oui, par Et que pour moi, l'Île-de-France est un territoire, ouais. comme un autre, et avec des difficultés qu'on ne voit pas. Je suis allé inaugurer une boulangerie dans une commune de 8000 habitants, parce qu'il n'y en avait plus. 8000, 8000 habitants. 8000 habitants, plus de boulangerie, plus de services, parce qu'il y a des hypermarchés, Oui. et donc tout a fermé dans la commune de 8000 habitants. Et ben, il y a des territoires, il n'y a pas que la ruralité, il y a des territoires urbains, il n'y a plus un médecin dans beaucoup de départements d'Île-de-France. Voilà, ils ont fui. Ils ont fui les problèmes de sécurité et autres. Oui, oui, les problèmes Ils ont sont. contribué aussi. Et voilà. Donc c'est pour ça que je reste quelqu'un des territoires, quoi qu'il arrive. Voilà. Et je ne cherche pas à être ce que j'ai été parce que honnêtement j'ai une carrière politique qui est enfin je veux dire qui est sympa. Ça fait le tour, quoi. Ah, j'ai fait le tour, ouais. Ouais, fait le J'ai tour fait de la vraiment le question. tour. Je n'ai pas l'intention d'être candidat à la présidence de la République. Donc ça, on peut l'annoncer. Tu peux l'annoncer sans aucun problème.
Mais si Jean Castex voulait y être, alors là, je ferais campagne. Ça, c'est clair. Ouais. Pour réconcilier la France et les Français, je pense que c'est urgent. C'est Alors urgent. c'est presque une conclusion, mais pour conclure, avant de poser une question au suivant, je voudrais t'inviter à répondre à une question que je ne t'ai pas posée. On a parlé de beaucoup de choses, mais il y a bien une question que j'ai pas posée. Qu'est-ce que tu aurais envie d'y répondre à cette question non posée? Alors, comme je savais que c'était la règle du jeu, j'y ai pas réfléchi, bien évidemment. Mais que dire? Que dire? Ben, que finalement, si j'ai envie de répondre en me disant que il y a un tas de jeunes dans ce pays, et désintéressez-vous des réseaux sociaux et faites de la politique à partir d'un conseil municipal et ça vous épargnera la vraie vie. Donc, la question que tu aurais pu me poser en ce cadre est qu'est-ce que tu penses de l'engagement des jeunes en politique? Ben, je crois qu'il est indispensable. Laissez X sur le côté, laissez Facebook sur le côté et engagez-vous dans votre bled. Et dans votre bled, vous trouverez des choses à faire. Peut-être une vocation ensuite pour faire d'autres choses, député, pourquoi pas ministre. Mais vous redonnerez un sens à la politique et ça, c'est important. Ouais, parce qu'un sens à la politique aujourd'hui, on a bien compris qui se perdait, et justement l'intérêt pour la politique chez les jeunes se perd très très Oui, rapidement, très rapidement. il se perd parce qu'on a fait avec les réseaux sociaux une société d'individualistes. Ouais. Et ça, c'est mon plus grand désespoir. C'est mon plus grand désespoir parce qu'au lieu de se coltiner des problèmes concrets, des réponses concrètes et de se poser des vraies questions, on pose des choses qui sont toujours virtuelles, avec des réponses virtuelles aussi. Donc ça aboutit à du n'importe quoi. Alors il n'y a pas que la France, hein. Oui, c'est un peu Bon, global quand même, hein. c'est pas par hasard que Trump a été réélu. Ouais. Voilà, c'est pas par hasard que Viktor Orban existe. Parce que la Euh, génération avant, les jeunes qui s'intéressent de la politique, c'était un peu la critique de dire c'est tout des ambitieux. Mais si on n'a pas un minimum d'ambition en faisant de la il en politique, faut. c'est tellement violent qu'il y a trop de coups à prendre quand Ben, même. il en faut. Ouais. Il en faut. Parce qu'une ambition, ça peut être une ambition pour soi-même, et ça c'est plutôt détestable, mais ça peut être une ambition pour un territoire, pour une commune. Engagez-vous. Engagez-vous qui Engagez-vous. disait. Engagez-vous qu'il disait. Donc voilà. Alors là, maintenant, on va vraiment conclure par cette fameuse question que tu vas poser à quelqu'un que tu ne connais pas, moi non D'accord. plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu auras envie de lui demander? Eh ben, j'ai envie de demander à cette personne parfaitement inconnue quel est ton ou votre, parce que comme je tutoie la moitié des gens ici, il y a plus de chances que ce soit un tutoiement qu'un vouvoiement. Quelle est donc aujourd'hui ta vision de ce que va être la montagne grâce aux Jeux Olympiques 2030 en termes de finalement de reconversion d'un ancien modèle vers un nouveau modèle. Voilà, j'ai envie de faire en sorte que cette personne réponde sur la prospective de l'après-JO, pour montrer que l'après-JO, ça sert à quelque chose. Eh bien, Joël, merci de Merci à cette toi. conversation. Elle était relativement longue, parce que je crois qu'on a dépassé le temps. Alors, on n'a pas de temps limite, autre que la capacité des cartes de la caméra, mais pour le confort, justement, et ça, je vais le dire pour ceux qui ont le courage de nous regarder jusqu'à maintenant, c'est que la vidéo sera chapitrée de façon à aborder directement les thèmes qui peuvent intéresser les uns et les autres. Et pour un radical, donc un laïque, le chapitre est important. À bientôt en tout cas. Merci, Joël.